Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons revenir sur un seul point, les temps forts qui ont marqué le débat africain et international aussi sur les questions de justice sociale et de justice fiscale. Je rappelle que vous pouvez suivre notre production sur la page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page YouTube www.impôts et justice sociale. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, vous pouvez aller sur notre page Twitter, #impotsocial, ou sur notre page Facebook, Impôts et justice sociale, ou encore aller sur notre page Stitcher et rechercher votre programme. Enfin, pour ceux qui veulent nous écrire, n'hésitez pas, idriss@taxjustice.net. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, bienvenue à cet épisode de votre podcast Impôts et justice sociale qui vous parle de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous la souhaite riche de rebondissements, mais aussi j'espère que les promesses qui ont souvent été tenues pourront être réalisées cette année et que les pays africains pourront avoir suffisamment de ressources domestiques pour répondre à leurs enjeux de développement. Et parlant de promesses, l'année 2021 avait commencé avec un engagement de la France et de son président Emmanuel Macron à permettre que puisse être réduite la dette des pays africains, mais aussi que ces pays puissent accéder à plus de ressources au niveau international, notamment avec l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux du FMI. Écoutons les promesses qu'avait faites le président Emmanuel Macron dans le cadre de ce qu'il avait appelé le New Deal pour le financement des économies du continent. Rien ne sert de restructurer les dettes africaines à l'égard de l'Europe et des États-Unis si c'est pour contractuer plus de dettes à l'égard de la Chine. Ce qu'on a quand même très souvent vu faire ces dernières années. C'est une catastrophe sur le plan financier, une catastrophe sur le plan de la souveraineté. Et donc dès le début de la crise, nous avons souhaité qu'on puisse justement aller vers un processus de restructuration, voire d'annulation des dettes des pays africains. Et on a traduit ensuite concrètement cette initiative par une première étape historique qui a été au niveau des ministres des Finances du G20 puis des dirigeants du G20 un moratoire sur le paiement de tous les intérêts sur l'année 2020 de la dette des pays concernés. Ça ne s'était jamais fait, et ce moratoire a inclus en particulier nos partenaires chinois, ce qui n'était pas fait jusqu'alors. Je vais porter le fer pour qu'on poursuive ce travail de plusieurs manières. D'abord, continuer le travail de restructuration des dettes africaines. Ce travail, s'il doit être efficace, est un travail qui nécessite d'avoir tous les créanciers autour de la table. Et donc, le moindre budget doit être un budget qui inclut toutes les formes de dette, publiques et privées, parce que beaucoup jouent sur ce distinguo. Quand c'est de la dette privée à l'égard d'entreprises qui sont détenues par des puissances publiques, c'est assez peu de la dette privée. Et donc, nos partenaires chinois, jusqu'à présent, ont continué d'avancer avec nous là-dessus. Je souhaite qu'on puisse, dans le cadre du G20, mais également par la poursuite, si je puis dire, d'une négociation ad hoc, continuer à restructurer les dettes africaines. On discute beaucoup avec la Banque mondiale, le FMI et certains de nos partenaires pour voir quelles sont les conditionnalités qu'ils veulent mettre. Mais je pense en particulier pour toutes les dépenses de santé, pour aider à ces projets, on doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Le deuxième pilier, c'est évidemment aussi d'aider sur un plan quasi monétaire les pays africains par une émission de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Nous soutenons depuis l'année dernière cette initiative qui a été un peu annoncée ici même le 11 novembre dernier. L'administration américaine précédente était opposée à cela. Je crois que les discussions que nous avons pu avoir dès à présent avec la nouvelle administration sont plus favorables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aurions l'émission de 500 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux auxquels nous renoncerions, parce qu'en fait ces droits de tirage vont mécaniquement vers les principaux, si je puis dire, détenteurs du FMI, et donc la quote-part est extrêmement forte pour les États-Unis, l'Europe, et elle l'est aussi pour la Chine. On engagerait, nous, Européens,
processus de renonciation à cette droit de tirage. Les États-Unis feraient la même chose. J'espère qu'on pourrait convaincre les Chinois de faire la même chose pour que l'intégralité des droits de tirage spéciaux ainsi émis puisse aller vers les économies africaines, ce qui serait un complément très important. Évidemment, cela n'a pas été le cas. L'Afrique a continué de connaître un accès difficile au marché des capitaux internationaux. Des études prouvent que dans la répartition des droits des tirages spéciaux émis par le Fonds monétaire international, la moyenne reçue par chaque Africain a été de $27 contre $224 pour chaque Américain. C'est dire le paradoxe. La restructuration des dettes n'a pas aussi marché. Seulement 2 pays en 2021 ont sollicité le nouveau mécanisme d'allègement du G20 dont le Tchad qui peine à avancer sur le processus. Pourtant, l'Afrique manque de ressources monétaires pour financer son développement et le monde a reconnu une fois de plus, notamment cette fois dans le cadre de l'ONU, qu'elle est la victime des flux financiers illicites. Un constat fait dans le cadre du lancement du rapport du panel FACTI. C'était en février 2021, le FACTI qui a été mis en place par les Nations Unies. Écoutons ce que disait Ibrahim Hassan Mayaki, coprésident de ce panel, à propos du contenu de ce rapport. Un monde meilleur est à portée de main. Mais l'abus fiscal, la corruption et le blanchiment d'argent privent des milliards de personnes des ressources nécessaires pour le réaliser. Le FACTI Panel a un modèle pour l'intégrité financière du développement durable et pour le financement de ce développement durable. Il comprend un pacte mondial des Nations Unies pour récupérer les ressources perdues et les utiliser afin de financer l'éradication de la pauvreté, la reprise liée à la Covid-19 et l'action climatique. Des mesures de réforme et de revitalisation de l'architecture mondiale avec des règles et standards coordonnés permettront de récupérer notre richesse perdue. Ce programme est évidemment ambitieux. Il doit l'être. C'est pourquoi tout le monde, des gouvernements aux entreprises en passant par les personnes ordinaires au sens propre du terme, tout le monde a besoin de jouer son rôle dans ce défi. Si nous suivons ce qui est préconisé, nous pouvons construire un futur plus inclusif, plus équitable et durable. Nous méritons ce futur. Donc, commençons à le construire dès aujourd'hui en gardant à l'esprit ce slogan que nous avons, l'intégrité financière pour le développement durable. L'intégrité et même la transparence financière, il en sera question cette année au sein de Tax Justice Network avec la production en cours de la nouvelle édition de l'indice d'opacité financière qui permet de classer les pays en fonction du degré de facilité qu'ils permettent pour dissimuler des transactions et des stocks financiers. Ce sera un des grands moments de notre réseau au cours de cette année 2022. De la transparence en 2021, on a parlé des dépenses engagées par les gouvernements africains pour soutenir la relance post-Covid. Selon le Financial Transparency Coalition, une organisation qui travaille sur les questions de transparence financière dans le monde, l'argent des États a profité aux riches fortunés et aux multinationales. Écoutons à ce propos Matt Cornen, notre collègue qui préside le Financial Transparency Coalition. Nous avons mesuré les paquets de réponses au Covid-19 dans les 9 pays de l'étude, dont 3 pays africains, le Sierra Leone, Kenya et Afrique du Sud. Et nous avons calculé les portions des paquets de récupération en 4 catégories. Donc ceux destinés aux toutes entreprises, donc principalement dus aux grandes entreprises, allocations spécifiques aux PME, soutien au secteur informel et finalement soutien aux
aux protections sociales. Alors, nous avons trouvé que si on calcule en valeur absolue ces paquets dans 8 pays, on a exclu de l'Inde de cet chiffre parce qu'ils ont changé la définition de ce que constitue un PME pour 2 fois plus en activité que avant de Covid-19. Donc en fait, on a exclu de l'Inde. Nous obtenons 63% de bénéfices de tous ces paquets en réponse au Covid-19 est destiné aux grandes entreprises principalement. On a aussi mesuré la portion des paquets en pourcentage de paquets annoncés dans tous les pays. En moyenne, on obtient 22,4% aux protections sociales, à l'inverse des paquets. Si on trouve ces moyens de tous les paquets, seulement au Guatemala, dans l'Amérique centrale, les dépenses aux protections sociales étaient la plus grande partie de ces dépenses. 54% des dépenses totales qui étaient au Guatemala destinées aux récupérations de Covid-19. Mais cela aussi, notre collègue au Guatemala dit que cela représente seulement 2% au plus de PIB de Guatemala, et il estime que cela devrait être beaucoup plus grand que 2% de PIB. Globalement, on était à 1% de PIB en valeur absolue destinée à la protection sociale, et on était à 4% de PIB destiné au tout paquet de réponse à Covid. Donc, on n'a pas obtenu le but de dépenser 10%, comme le disait le secrétaire général de l'ONU en avril 2020, au début de la crise de Covid-19. Donc, c'est insuffisant, et surtout insuffisant aux mesures de protection sociale qui bénéficient les plus pauvres et les plus marginalisés. Un accès difficile au marché international de la dette, peu de transparence sur les ressources financières, et même lorsqu'on engage le budget au nom du peuple, il ne profite pas aux plus défavorisés. En 2021, l'actualité fiscale internationale a été marquée par l'accord de l'OCDE, évidemment produite au profit du G20, vous savez, le club des 20 pays les plus riches du monde. Alors cet accord a été élaboré pour taxer les multinationales du digital dans le cadre d'une solution qui est présentée comme la meilleure pour une plus grande justice fiscale dans le monde. Cet avis n'est pas la plus partagée, et Carlos Prodo, un expert de la fiscalité internationale qui est basé en Argentine, nous l'a fait savoir. Il a surtout insisté sur le fait que l'Afrique doit s'armer de compétences pour aller dans cette bataille. Écoutons ce que dit Carlos Prodo sur notre micro. La question n'est pas facile à répondre. En premier lieu, on peut dire il faut prendre une décision politique de redistribuer les ressources que les gouvernements déjà ont pour les assigner à cette discussion. C'est-à-dire, ils doivent avoir un point de contact entre les ministres et l'équipe de travail technique qui va lire tous les documents, identifier les risques et des opportunités pour proposer des alternatives. Alors, je voudrais dire, l'équipe ne doit pas être si grande. Dans le cas de mon pays, en Argentine, nous ne sommes que 5 personnes. Et moi, je dois partager mon temps entre les différents documents de participation aux différents organes, parce que n'est pas seulement le cadre inclusif, il y a aussi des autres organes subsidiaires qui font le travail technique. Alors, vous savez, le groupe de travail numéro 1 pour les questions relatives aux conventions préventives de la double imposition. Vous avez l'équipe de travail numéro 11 pour ce qui est le pilier 2. Et vous avez aussi la Task Force en Digital Economy, c'est-à-dire les groupes qui coordonnent tout le travail technique par rapport au pilier 1. Alors, vous pourrez vous identifier qu'il y a des différents levels d'expertise, capacités dans l'équipe de travail.
Alors, ça c'est tout. Et il faut prendre une décision de dédier du temps et des ressources à cette activité. Et pour vous tenir en compte, il y a des réunions chaque mois. Et parfois, il y a des réunions chaque mois aux différents groupes de travail. Il faut lire les documents et il faut aussi avoir cette coordination avec la personne qui participe dans les groupes de travail et aussi dans les hauts niveaux à l'échelle de ministres pour savoir si les décisions qui vont tenir compte est influencée pour des questions techniques ou ça sera une décision politique aussi, pour savoir comment agir dans les réunions et quel type de commentaires envoyer par écrit. Pour d'autres experts, même si l'Afrique a des compétences encore, faudrait-il que sa voix soit entendue. Dans le cadre de l'accord de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, cela n'aura pas été le cas, nous a confié Tovoni Randriamanalina, une experte de la fiscalité originaire de Madagascar qui a fait d'importants travaux sur les prix de transfert. Elle nous partage son avis sur la question. L'accord fiscal qui se trouve aujourd'hui à l'OCDE a commencé en fait à partir de 2013 où il y a le projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. C'est-à-dire que les grands États, les États puissants se sont rendus compte qu'il y a vraiment des faiblesses et des fragilités sur les règles fiscales internationales qui étaient mises en place à la fin de l'année 2020 par la Société des Nations lors de la mise en place des premières conventions fiscales internationales. Donc, depuis, il y a eu un changement majeur, notamment la mondialisation qui a fait qu'il y a une forte mobilité des capitaux et aussi l'essor des entreprises qui sont devenues de plus en plus multinationales dû à cette mobilisation des capitaux. Donc, les entreprises n'ont plus de frontières, elles s'installent où elles veulent, où elles font plus de bénéfices, et ce qui fait que les règles qui étaient mises en place auparavant apparaissent faciles pour faire de l'optimisation fiscale, voire beaucoup d'évasion fiscale pour ces entreprises et qui ont fait que les États perdent beaucoup en recettes fiscales parce que à cause des perditions de recettes dues à l'évasion des multinationales. Oui, c'est ça. Et les plus perdants dans cette histoire sont les pays en développement, puisque à cause de la forte mobilité des capitaux, les entreprises multinationales se sont installées notamment en Afrique, dans ces pays où il y a beaucoup de matières premières, mais qui, en fait, dans les recettes fiscales, apparemment, ne sont pas... les administrations fiscales n'ont pas pu collecter les recettes fiscales produites par ces activités parce que les règles ont fait qu'il y a des défaillances et que les entreprises transfèrent leurs bénéfices dans des pays où il n'y a pas de fiscalité du tout, ou aussi dans les pays où les entreprises ont leur siège. L'accord fiscal qui se trouve aujourd'hui à l'OCDE essaye de réparer toutes ces fragilités, toutes ces défaillances. Et il faut savoir que à la fin des années 20, ce ne sont que les États membres de l'OCDE, les pays membres de l'OCDE, qui ont décidé de ces règles, qui ont choisi qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre pour l'imposition de ces entreprises qui, au départ, n'étaient pas vraiment multinationales. Et donc, aujourd'hui, ils tentent de réparer ça en mettant en place une nouvelle plateforme, qui s'appelle le cadre inclusif. C'est-à-dire que l'OCDE, qui avant ne regroupait que les pays des États développés, ont leur partie, tend la main aujourd'hui aux autres pays pour inclure beaucoup plus de pays. Et aujourd'hui, il y a 137, ou si je me trompe, le chiffre n'est peut-être pas 139 juridictions qui sont sur la table pour négocier des nouvelles règles fiscales internationales
depuis 2013 et aujourd'hui, depuis l'année fin octobre 2019, ils sont à nouveau très réactifs sur le sujet pour décider de la nouvelle fiscalité, de nouvelles règles concernant notamment l'économie numérique. Et oui, les injustices ont perduré en 2021 et avec la fraude fiscale internationale. Selon la deuxième édition du rapport sur la justice fiscale dans le monde, qui est produit par Tax Justice Network, qui a été rendu public le 16 novembre 2021, ce sont 483 milliards de dollars de recettes fiscales qu'on estime que les gouvernements du monde ont perdu du fait, effectivement, des multinationales et des riches fortunés qui déplacent leurs bénéfices vers des juridictions peu taxées ou pas taxées du tout. Cela aurait permis, selon les calculs de nos experts, de vacciner avec 2 doses 3 fois la population mondiale. L'Afrique n'est pas en reste. Des pays comme le Tchad ont perdu de quoi rembourser complètement la dette qu'il doit à Glencore, une multinationale du secteur du trading des matières premières, et l'impact est aussi fort pour l'équité fiscale en faveur des femmes. Audrey est chargée de suivi et évaluation au sein du CRADEC, une ONG membre du réseau Tax Justice Network Africa. Écoutez son avis. 315,62 millions de dollars représentent une très grosse perte pour l'État du Cameroun, surtout en termes d'opportunités ou encore de thèmes d'action possibles pour l'amélioration des conditions de la femme. Prenons par exemple le secteur des marchés, l'utilisation des toilettes publiques. Une femme dépense environ 0,3 centimes pour l'utilisation des toilettes publiques par jour. 1000 femmes dépensent donc 131 000 dollars par an. Imaginez que l'État du Cameroun avait dit, bon, ok, avec ce montant, nous allons appuyer les femmes, 1000 femmes dans le cadre de l'utilisation des toilettes publiques dans les marchés. L'État du Cameroun aurait appuyé ces 1000 femmes pendant 2412 ans. Vous voyez, 2412 ans. C'est plusieurs générations. On se rend donc compte que 315,62 millions de dollars représentent une très grosse perte pour le Cameroun en termes de recettes fiscales. Voilà, ce sont là quelques morceaux choisis que nous vous avions réservés pour revisiter l'année 2021. 2022 sera une nouvelle année de bataille pour Tax Justice Network. Nous comptons renforcer la manière dont nous travaillons avec les parties prenantes actives dans le plaidoyer de la justice sociale et de la justice fiscale, notamment en Afrique, en partageant au maximum les résultats et la profondeur de nos différentes études et réflexions. Nous avons commencé au Cameroun. Une chose que nous comptons poursuivre, c'est continuer d'échanger, de former des institutions étatiques et partager notre expérience autant que possible. Nous continuerons de militer pour des concepts comme l'échange automatique d'informations, la mise en place de lois sur la propriété effective, l'obligation de publication des comptes pays par les multinationales. Nous allons aussi continuer de soutenir la bataille pour un système fiscal mondial plus équitable avec des priorités qui sont fixées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. La bataille pour la justice fiscale dure depuis des années. Elle va perdurer tant que des gouvernements irresponsables ou faibles en capacité continueront de subir le diktat de grandes entreprises et riches fortunés qui peuvent contourner les systèmes et réduire les impôts qu'ils doivent payer, capter le plus de ressources en temps de crise ou encore transférer leurs bénéfices et ne pas permettre de mobiliser suffisamment d'argent. Mais en attendant que nous menions ces combats pour l'année 2022 au nom de Tax Justice Network, et nous vous recommandons de continuer de vous protéger car la COVID-19 fait toujours parler d'elle. De nouveaux variants sont découverts
Et comme vous le savez, nos États n'ont pas toujours les ressources pour protéger et vacciner tout le monde. Et si vous continuez à suivre notre podcast, nous vous recommandons d'aller sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com et ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter, #ImpoSocial, notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale. Et pour ceux qui veulent m'écrire, allez à l'adresse idris@taxjustice.net. Vous pouvez aussi aller sur Stitcher et nous retrouver dans le programme. Voilà, c'était ça pour cet épisode spécial de votre podcast. À très bientôt pour de nouveaux épisodes, pour de nouvelles réflexions. Et d'ici là, portez-vous bien.